Parmi la vingtaine de candidats en lice à l'élection présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo, il y a le président sortant, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour un second mandat sous les couleurs de l'UDPS. Il a d'ailleurs reçu le soutien du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, et du ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Et justement, pour parler du programme du candidat numéro 20, nous recevons sur ce plateau Monsieur Eric Nindou, porte-parole du président Félix Tshisekedi. Bienvenue. Merci, bonsoir Gladys et bonsoir aux téléspectateurs de Africa 24. C'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, la campagne électorale du président Félix Tshisekedi a repris ce mardi 5 décembre à Lubumbashi après une suspension de 3 jours suite à un incident survenu le 1er décembre à la fin d'un meeting dans la province du Congo central. Un incident au cours duquel au moins 6 personnes ont perdu la vie. Avant de commencer, un mot peut-être sur ces événements tragiques et une pensée pour les familles des victimes. Bien sûr, Gladys, le président en tant que père de famille, mais aussi, garant de la nation, il y a eu donc le samedi dernier, quand il a tenu un meeting à Banzangungu, à quelques kilomètres de Kinshasa, à la fin du meeting du président, il y a eu une bousculade. Parce que, bien sûr, il y avait pléthore, les gens sont venus en grand nombre pour soutenir le candidat, mais malheureusement, il y a eu une bousculade, comme ça arrive parfois dans des grands événements populaires, et il y a eu malheureusement 6 morts et quelques blessés. Et justement, par respect et en hommage aux victimes, le président a décidé de suspendre son itinérance. Ça veut dire ses déplacements durant 3 jours, c'est-à-dire samedi, dimanche et lundi. Et il a repris son itinérance à partir de ce mardi. Il est désormais dans la province du Katanga, donc le Grand Katanga, où il va sillonner justement cette partie du sud-est du pays. Alors vous pouvez rassurer, est-ce que la sécurité maintenant est assurée? Il n'y aura pas de problème par la suite? Bien sûr, mais même à ce moment-là, Banzangungu, la sécurité était assurée. Donc ce n'est pas... c'est pour ça que quand on parle d'incident, il faut être bien précis. Ce n'est pas qu'on a agressé les gens. C'est les gens, dans leur mouvement de bousculade, ça a été agressé. Mais bien sûr qu'on en a tiré des leçons et que cette fois-ci, la sécurité sera stricte, l'organisation, pour que les gens puissent être évacués par des couloirs qui sont bien ordonnés, bien sécurisés et qu'il n'arrive pas de malheur. Un accident est toujours possible, mais on espère qu'il n'y en aura pas. Parce que c'est une grande fête, vous savez, une campagne électorale, c'est une grande fête, c'est la rencontre d'un homme et de son peuple, et il faut que ça se passe dans la joie et vraiment dans la mobilisation, et pas justement dans le malheur avec de tels accidents. En arrivant au pouvoir, le président Félix Tshisekedi avait promis d'améliorer le quotidien des Congolais en prenant le slogan de l'UDPS, le peuple d'abord, une réplique chère à son défunt père, Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'au cours de ce mandat, on peut dire que cette devise a été respectée? Absolument, cette devise a été respectée parce que c'est le leitmotiv de l'action de Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20, comme vous l'avez dit. En fait, c'est tout faire pour le peuple, tout faire pour l'intérêt général du Congolais. Et quand vous voyez d'ailleurs ce qui a été mis en œuvre, je ne parlerai que de deux mesures phares parmi les nombreuses qui ont été mises en œuvre durant ces 5 premières années. La gratuité de l'enseignement primaire, ça a permis à 5 millions de jeunes enfants qui ont pu accéder à l'école. Autrement, ils n'auraient pas pu le faire parce que leurs parents n'avaient pas les moyens de le faire. Donner la chance à des enfants d'accéder à une éducation, savoir écrire, lire et compter, ça leur donne des chances pour la vie. En plus de ça, on a observé que parmi ces 5 millions, il y avait une majorité de jeunes filles. Et on sait que dans les pays en voie de développement, quand les filles sont éduquées, quand elles vont à l'école, ça permet au pays d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite dans son développement. Et ça concerne le peuple. Deuxième mesure, la mise en place de la CSU, la couverture santé universelle. Ça n'avait jamais été fait au Congo. C'est-à-dire que comme dans des pays comme ici, nous sommes en France, les gens ont droit à une sécurité sociale quand ils sont malades. C'est la mutualisation justement des cotisations qui permet de payer une partie de leurs soins médicaux. Au Congo, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, avec la CSU, les Congolais vont avoir accès à ces soins, à cette couverture santé universelle. Le premier volet de cette couverture santé universelle concerne la mère et l'enfant, puisque ce sont les femmes enceintes, la gratuité de l'accouchement et des soins pré- et post-nataux, ce qui va permettre de réduire considérablement le taux de mortalité infantile et aussi le taux de mortalité des mères lors de l'accouchement. Ce sont des mesures qui concernent le peuple, donc on reste dans cette cohérence-là d'avoir
une action pour l'intérêt général et avant tout pour le peuple. Dans le premier mandat du président, il y avait aussi comme priorité l'électricité, l'accès à l'électricité pour tous. Après 5 ans de gouvernance, quel bilan peut-on tirer ? Justement, le bilan qu'il a tiré, c'est que des chantiers ont été lancés, nombreux dans le pays. Par exemple, la centrale de Boussanga a été inaugurée. Boussanga, c'est dans le Lualaba, donc au sud-est du Congo, une centrale qui va donner justement énormément d'énergie pour pouvoir non seulement aider l'industrie minière qui est dans le coin, mais aussi éclairer une ville comme Kolwezi ou tous les alentours de ce territoire. À Kinshasa, la centrale de Kinsuka a été inaugurée aussi récemment. Elle donnera aussi de l'électricité à des millions de Kinois. Kinshasa, vous savez, c'est une grande ville de 15 millions d'habitants dans laquelle il y a souvent des coupures de courant. Mais ça ne date pas de l'époque du président, ça date de depuis longtemps. Pourtant, on a Inga, un grand barrage, peut-être le plus grand d'Afrique, sans doute c'est le plus grand d'Afrique, mais un des plus grands du monde, mais qui n'a jamais été mis en œuvre. Il y a Inga 3, la phase 1 et 2 sont déjà en œuvre, il faut l'entretenir et la maintenance. Grâce au président Tshisekedi, ça a été rénové, le matériel d'Inga, ce qui permet qu'il y a moins de délestage sur Kinshasa, mais dans son programme, dans son projet pour, s'il est réélu, il prévoit de lancer le projet de Inga 3. Mais Inga 3, vous savez, c'est un grand barrage, près de 45 000 kilowatts. Mais avant d'arriver à ça, il y a tout un tas de projets, comme on appelle, dans les territoires où on va pouvoir donner l'électricité, notamment en utilisant ce qu'on appelle l'énergie verte, l'éolien, le solaire surtout, et aussi l'hydroélectricité, c'est-à-dire des petits barrages qui vont permettre d'alimenter à la fois l'industrie et à la fois les villes et les villages pour que les Congolais puissent être éclairés. Justement, quelles sont les grandes lignes de ce second mandat, les grands projets, les priorités du président ? Absolument. Donc les priorités, ils se basent sur les enjeux. Quels sont les enjeux aujourd'hui du Congo ? Un grand pays au cœur de l'Afrique avec 100 millions d'habitants et qui, selon les projections, en 2050, aura 200 millions d'habitants. La première des priorités, c'est d'abord donner de l'emploi aux jeunes. Permettre à toute cette jeunesse qui forme près de 65% de la population à moins de 20 ans. Ça veut dire tous ces jeunes qui sont formés, terminent l'école ou terminent l'université, ont besoin d'emploi. Aujourd'hui, il y a un déficit d'emploi au Congo. Et c'est pour ça, la première des priorités, s'il est réélu, pour le président Tshisekedi, c'est de donner de l'emploi aux Congolais, en commençant par ce qu'on appelle formaliser tous les emplois informels qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire la petite industrie, le petit commerce qui existe dans les villes, comme par exemple dans une grande ville comme Kinshasa, ou Lubumbashi ou Kisangani, on va les formaliser, ça veut dire qu'on va leur donner une existence légale, ça leur permettra d'avoir accès à du crédit, et ça leur permettra de rendre des emplois pérennes. Premier volet, donc, l'emploi. Deuxième volet, le pouvoir d'achat. Permettre aux Congolais, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un emploi, il faut encore que cet emploi vous permette de vivre. Si vous gagnez, je ne sais pas, quelque chose comme $200 par mois et que vous devez payer près de $170, $170 pour votre loyer, il ne vous reste que $30, c'est impossible à vivre. Donc voilà pourquoi le deuxième volet, la deuxième priorité, c'est le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, on va travailler de deux manières. D'abord, on va augmenter et harmoniser le salaire des fonctionnaires. C'est là-dessus que l'État va agir. On l'a déjà fait dans le premier mandat avec les professeurs, on l'a déjà fait avec les policiers, on l'a fait avec les soldats, on l'a fait avec un certain nombre de personnes qui travaillent dans la fonction publique. On va encore le faire pour harmoniser cela, engager des jeunes, envoyer les vieux à la retraite de façon vraiment ordonnée, parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées au Congo qui n'avaient pas accès à leur retraite et qui l'attendaient depuis des dizaines d'années. Tout ça va être harmonisé. Et d'un autre côté, on va réduire la dépense publique en essayant de dépenser mieux. L'État doit dépenser non seulement moins, mais dépenser mieux, c'est-à-dire choisir ses priorités. Et enfin, dans ce volet-là, on va mettre en place un système qui va mieux réguler à la fois le prix du pétrole, le carburant, qui a une incidence sur les prix de consommation, et à la fois les denrées alimentaires. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, le Congo est importateur net de denrées alimentaires. Donc voilà des choses qui vont être mises en place pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des Congolais, en attendant que l'on puisse investir. Et c'est le troisième volet, justement, un des volets, c'est celui de la diversification et de la compétitivité de l'économie. C'est-à-dire, on va diversifier notre économie, qui est aujourd'hui basée encore sur le minier. On va l'amener vers d'autres secteurs, comme l'agriculture. Et en ce qui concerne le minier, on va y ajouter le volet industriel, c'est-à-dire créer des industries de transformation. Parce que le véritable enjeu, c'est que le Congo puisse se réapproprier ses richesses. Vous voyez ? Qu'on puisse mieux maîtriser ça. C'est en quelque sorte dire qu'on a connu notre indépendance politique
en 1960, avec Lumumba, Kasavubu, mais avec Tshisekedi, on va connaître notre indépendance économique. Ça veut dire que le Congo va pouvoir bénéficier de ces richesses. Et on ne pourra plus avoir ce paradoxe de dire que c'est un pays riche, premier producteur au monde du cobalt, mais malgré tout, une population très pauvre. Voilà, donc diversifier. Et que... Autre priorité, c'est celle de la sécurité. Vous le savez, il y a des problèmes à l'Est. Hein, on subit une agression du Rwanda via les suppôts du M23. Une agression que le Rwanda a toujours niée. Oui, mais ça a été documenté par les Nations Unies, donc il n'y a même pas à discuter là-dessus. Au cours du mandat du président Félix Tshisekedi, un rapport des experts de l'ONU a pointé du doigt donc, la poursuite du soutien actif de l'armée rwandaise aux rebelles du M23. Est-ce que ça constitue une avancée justement dans la lutte contre l'insécurité à l'Est congolais? Non, parce que ça constitue une réalité de la cause de l'agression que subit le Congo, de la cause des malheurs des Congolais qui vivent à l'Est. Près de 1 million de personnes aujourd'hui sont déplacées là-bas. Et ça renvoie à la communauté internationale. J'ai la chance d'être sur Africa 24, une chaîne qui est vue dans le monde entier. La communauté internationale a une responsabilité de condamner et d'avoir des sanctions contre le Rwanda. Parce que c'est à cause du Rwanda que les Congolais souffrent à l'Est. Mais par rapport à ça, qu'a fait le président Tshisekedi? Il y a deux volets dans ce domaine. D'abord, le volet de la diplomatie. Il a travaillé sur la diplomatie, il a rencontré tous les voisins du Congo, il est entré dans des mécanismes, si on peut dire, sous-régionaux, processus de Nairobi, processus de Luanda, pour essayer de trouver des moyens de ramener la paix. Tous les voisins ont accepté, sauf le Rwanda. Il reste donc le volet aussi militaire, le volet de défense. Et là-dessus, qu'est-ce qu'a fait le président Tshisekedi? Il a réhabilité l'armée congolaise. Il a redonné de la dignité à nos militaires. Il a augmenté leurs soldes. Il leur a donné, un apport social pour leurs familles, réhabiliter la gratuité des soins pour les familles des militaires, l'accès à l'école gratuite pour les familles des militaires. Aujourd'hui, l'armée congolaise est rééquipée, elle est prête à exercer son mandat, c'est-à-dire défendre la population congolaise. Mais on ne veut pas faire la guerre. Mais si jamais on est poussé à faire la guerre, on est prêt à la faire. Voilà, donc, volet, j'avais dit... donc premier, emploi, deuxième, pouvoir d'achat, sécurité, diversification de l'économie. Il y a aussi l'accès aux services de base. L'éducation, l'eau, l'électricité, on en a parlé au début. Donc tout ça, ça fait partie du projet du président Tshisekedi, s'il est réélu, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, notamment en construisant plus d'écoles. Près de 7000 écoles ont été construites durant le premier mandat, à travers notamment ce fameux programme de développement local au départ des 145 territoires. Enfin, dernier volet, pour ne pas être trop long, c'est celui qui concerne l'efficacité des services publics. C'est-à-dire que dans le cadre de la déconcentration du pays, avec les territoires qui existent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'État là où les Congolais se trouvent, c'est-à-dire dans les territoires. On a construit des bâtiments administratifs, ces bâtiments vont maintenant s'exercer. C'est-à-dire qu'un Congolais ne devra plus nécessairement venir à Kinshasa pour avoir ses papiers officiels, pour avoir son passeport ou d'autres choses. Il aura l'État près de lui. Okay. Pour la première fois, la diaspora congolaise va voter lors de cette élection. Le président Félix Tshisekedi a lui-même fait partie de cette diaspora pendant des années. Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique qui a été mise en place pour capter les votes de la diaspora? Et quel poids donnez-vous justement au vote de la diaspora? D'abord, c'est un poids très symbolique. Ça veut dire que le Congo aujourd'hui dit à ses fils ses filles et ses filles qui vivent en diaspora, vous faites partie de la communauté nationale. Et c'est pour ça qu'on leur donne aussi ce droit de vote. On a commencé, comme on pourrait dire, par un projet pilote avec uniquement 5 pays. La France, la Belgique, le Canada, les États-Unis et l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de Congolais ailleurs, il y en a même plus dans certains pays voisins africains, mais on a commencé d'abord par ces pays-là pour des questions administratives. Et il faut dire la vérité, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, le pays où il y a le plus d'inscrits, c'est la France. C'est par exemple en France, il y a environ un peu plus de 5800 personnes inscrites. Ensuite, ça c'est, je pense, le deuxième pays, c'est l'Afrique du Sud. Et ensuite vient la Belgique. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a que 388 votants. C'est très peu, mais symboliquement, c'est important. Pourquoi? Parce que le lien qu'a cette diaspora avec le pays fait que cette diaspora se préoccupe de l'avenir du pays. Cette diaspora est en lien avec la famille qui est restée sur le territoire au pays. Et cette diaspora aide aussi économiquement le pays. Donc cette diaspora a une responsabilité sur l'avenir du pays. Et c'est pour ça que, par exemple, je suis aussi ici, mais pas simplement moi, d'autres personnes de l'équipe de campagne. On parle à la diaspora, on parle à travers vous, à travers les médias internationaux, à la communauté internationale pour dire intéressez-vous aux élections au Congo. Pourquoi? Parce que ces élections concernent bien sûr en premier chef les Congolais, mais ça concerne aussi tout le monde, dans le sens que si le Congo
n'est pas un pays fort, n'est pas un pays stable, n'est pas un pays sécure, ça veut dire que toute l'Afrique sera déstabilisée. Regardez ce qu'on vit depuis 30 ans, avec le trouble qui sévit à l'est du Congo, ça déstabilise toute la région. Et c'est pour ça que tout le monde doit être préoccupé de la stabilité du Congo. Et le seul garant de cette stabilité, c'est le président Tshisekedi. Parce que c'est lui qui aujourd'hui a le leadership au niveau africain, au niveau mondial, pour pouvoir interpeller ses pairs et ses homologues des autres pays et leur dire « voilà ce que le Congo veut ». Il a réhabilité la diplomatie congolaise. Il a été président de l'Union africaine, président de la CEAC, président de la SADC. C'est-à-dire aujourd'hui, il a une aura. Aucun autre candidat n'a cette aura-là. C'est pour ça que le président a dit aux Congolais « écoutez, l'enjeu du 20 décembre, c'est soit on recommence à zéro, soit on consolide et on poursuit ce qu'on a déjà entamé. » Et moi, je pense que les Congolais seront conscients de ça. Et le 20 décembre, ils voteront en majorité pour le président Félix Tshisekedi. On est déjà arrivé à la fin du temps imparti, mais juste une petite question en 30 secondes. L'Union européenne a décidé d'annuler sa mission d'observation. Toutefois, il y aura des experts qui seront maintenus normalement à Kinshasa. Comment percevez-vous cette décision et est-ce que ça peut jeter un discrédit sur ces élections ? Pas du tout. Je pense que c'est un épiphénomène. C'est d'abord dommage, parce qu'il faut savoir que les missions d'observation viennent dans des pays à l'invitation des gouvernements. Donc, c'est-à-dire le Congo a invité l'Union européenne, parce que c'est un partenaire du développement, peut-être notre premier partenaire du développement. On les a invités, mais à cause de problèmes techniques, dont je ne vais pas détailler ici, il se fait que l'Union européenne, de manière unilatérale, ce n'est pas nous qui les avons chassés, c'est eux qui ont décidé qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour rester. Ils ne sont pas là, mais ce n'est pas grave, parce que ces élections, le Congo les organise elle-même, le Congo organise eux-mêmes donc ces élections. Le budget des élections est payé par les Congolais eux-mêmes. Et il y a près d'une vingtaine d'autres missions d'observation. Celles qui sont d'abord de la société civile congolaise, des organisations religieuses congolaises, mais aussi celles qui viennent de la sous-région. Par exemple, la SADC, la SADC envoie une mission, l'Union africaine une mission, la CEAC, c'est-à-dire ces élections seront sous surveillance pour qu'elles soient transparentes et réellement démocratiques. Et tout est prêt, le budget est disponible, parce qu'on savait qu'il manquait un peu de budget. En fait, la ligne de financement est déjà disponible. Il faut faire confiance à la CENI, parce que ce n'est pas le gouvernement, contrairement à la France où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Chez nous, c'est la CENI, un organisme indépendant, Commission électorale nationale indépendante. Et jusqu'à présent, la CENI a dit que les élections auront bien lieu le 20 décembre. Faisons-lui confiance et allons aux élections le 20 décembre. Merci monsieur Éric Nindou d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole du président candidat Félix Tshisekedi. Merci madame, merci pour l'invitation.